Imaginez un véhicule blindé si contradictoire dans sa conception que même ses équipages ne savaient pas toujours s'ils devaient se battre dedans ou rire de ses particularités. Un chasseur de chars censé être rapide, précis et flexible, mais dont la tourelle tournait plus lentement qu'un manège de fête foraine en veille. Une machine utilisée par plusieurs armées à la fois et qui a vécu des épisodes dont on parle rarement aujourd'hui. Incidents étranges, opérations de tromperie audacieuse, actes d'improvisation héroïque et choix techniques si surprenants qu'on peine à croire qu'ils aient réellement été validés. Pourquoi certaines unités adverses ont-elles déguisé leurs chars lourds précisément en ce modèle improbable? Comment un engin aussi ouvert et vulnérable a-t-il pu remporter un duel au cœur d'une grande capitale européenne? Et qu'est-ce qui est réellement arrivé aux équipages envoyés avec cette structure d'acier bancal dans certaines des situations les plus périlleuses du conflit? Les réponses sont étonnantes, parfois troublantes, souvent involontairement comiques, et elles dévoilent l'histoire d'une machine devenue légendaire, non pas grâce à son génie technique, mais grâce à une suite d'événements presque incroyables. Si vous voulez découvrir comment un seul véhicule a pu devenir à la fois un symbole d'improvisation, de courage et d'erreur d'ingénierie, restez absolument jusqu'à la fin. Car la partie la plus étonnante de cette histoire vous y attend, le moment où l'on comprend à quel point un chasseur de chars peut s'éloigner de ses intentions initiales, tout en laissant une trace qui fascine encore aujourd'hui. Bien avant que le grand conflit mondial n'éclate, les États-Unis semblaient minimiser l'importance des forces blindées. Pendant que, ailleurs, les nouvelles formations rapides démontraient déjà leur capacité à transformer un champ de bataille en quelques heures, on persistait outre-Atlantique à considérer les chars comme de simples plateformes de soutien pour l'infanterie. Ce n'est qu'en observant la fulgurance des offensives en Pologne puis en France que l'on comprit à quel point les percées blindées pouvaient déstabiliser une armée entière. L'idée de contrer de telles attaques avec quelques pièces d'artillerie tractées paraissait soudain presque naïve, comme vouloir arrêter un train lancé à grande vitesse avec une barrière de jardin. Dans cette atmosphère de remise en question, surgit alors la voix déterminée du général McNair. Sa proposition, à la fois audacieuse et étonnamment commode pour la structure militaire existante, consistait à créer des unités spécialisées de chasseurs de chars, capables d'être déplacées rapidement là où la menace apparaissait. Plutôt que de réorganiser l'ensemble de l'armée, on imaginait des formations mobiles qui, telles des équipes de pompiers blindés, se précipiteraient pour bloquer les percées ennemies. Cette idée séduisait parce qu'elle promettait une solution rapide, sans bouleverser toute la doctrine. Mais pour donner vie à ce concept, il fallait des véhicules qui n'existaient pas encore. Ils devaient être puissamment armés, très mobiles et capables d'être déplacés d'un front à l'autre en un temps réduit. Un cahier des charges qui ressemblait davantage à une liste de souhaits qu'à une description technique réaliste. C'est ainsi que naquit une phase de création presque improvisée. On lança plusieurs projets à la fois, espérant qu'au moins l'un d'eux s'avérerait fonctionnel. Les premiers prototypes révélèrent l'ampleur du défi. Monter un canon anti-aérien sur un châssis de char moyen semblait une bonne idée sur le papier, mais en pratique, l'ensemble ressemblait davantage à une construction provisoire qu'à un véhicule de combat. Le fameux prototype T-24 n'avait pas de tourelle pivotante, manquait de protection et ne possédait pas la mobilité requise. On aurait dit une tentative de transformer un vieux camion en voiture de course, prometteuse dans l'intention, mais peu crédible à l'usage. Après ces essais hésitants, un nouveau projet émergea, le T-35, doté d'une véritable tourelle circulaire et d'un canon lourd initialement destiné à un char de catégorie supérieure. La version suivante, dotée de plaques de blindage inclinées, montra des performances suffisamment convaincantes pour qu'on en fasse la base du futur chasseur de chars. Le fait que cette solution soit devenue la norme relevait autant de la logique que de l'urgence. Ainsi prit forme le véhicule qui deviendrait plus tard le M10, surnommé Wolverine par les forces britanniques. Pourtant, ce n'était que le début. Une fois la silhouette et les composants principaux définis, restait encore à transformer cette idée en une machine produite en série et capable d'affronter la réalité des combats. Et déjà, ceux qui observaient les premiers essais se demandaient si cette création improvisée était vraiment prête à résister aux épreuves qui l'attendaient, alors que l'idée encore fragile d'un nouveau chasseur de chars commençait à prendre forme. On s'efforçait déjà de transformer l'esquisse technique en une machine qui, du moins en apparence, pourrait tenir sa place sur un champ de bataille. Dès que le choix d'un blindage incliné fut arrêté, le reste du développement prit des allures d'opération forcée. On remodela la tourelle
initialement simple structure improvisée, en un volume pentagonal de métal qui évoquait moins un équipement militaire qu'une boîte à outils renversée. Le fait qu'elle puisse réellement pivoter fut salué comme une prouesse, alors même que cette capacité deviendrait bientôt l'une de ses plus flagrantes faiblesses. Le canon, désigné sous le nom de M-Sept, constituait une autre curiosité, une pièce prévue pour des chars lourds, désormais coincés dans un espace qui paraissait nettement trop étroit pour elle. Les ingénieurs cherchaient à l'intégrer sans que le véhicule ne change de direction à chaque tir, comme s'il s'agissait d'un ressort mal tendu. L'arme paraissait presque trop ambitieuse pour le châssis qui devait la porter, donnant l'impression que le projet entier tentait de réunir deux éléments qui n'avaient jamais été conçus pour cohabiter. Pourtant, au cœur de l'été, on décida officiellement que cette machine serait désormais le M10. La décision semblait davantage motivée par la nécessité que par un véritable enthousiasme. Il n'existait pas d'alternative satisfaisante et l'armée avait besoin d'un symbole tangible d'avancement. C'était un peu comme choisir le moins imparfait des prototypes disponibles et lui confier un rôle pour lequel il n'était que partiellement façonné. Pour compléter cette base encore bancale, on multiplia les ajustements. Modification de la fixation du canon, nouveaux éléments soudés, déplacement de commandes internes, retouche du blindage. Chaque changement semblait conçu pour compenser une autre faiblesse. On s'aperçut notamment que la tourelle penchait vers l'avant, comme un panier trop chargé, menaçant de basculer à la moindre irrégularité du terrain. Certains observateurs comparaient en fait déjà la manœuvre du système de rotation à celle d'une porte de grange que l'on tente d'ouvrir contre le vent. Lorsque débutèrent enfin les essais, le tableau se révéla paradoxal. Le véhicule avançait correctement, tirait droit et parvenait à tourner sa tourelle, mais seulement si le sol restait parfaitement plat. Sur un terrain en pente, chaque rotation devenait un exercice exigeant autant de force que de patience. Quelques soldats plaisantaient, même. Avec le même effort, on aurait pu faire pivoter une lourde porte en fer. Malgré ces imperfections manifestes, le véhicule fut déclaré standardisé. Non pas parce qu'il représentait une réussite technique éclatante, mais parce que le contexte ne laissait pas le luxe d'attendre mieux. Ainsi naquit un chasseur de chars assemblé par compromis successifs, bricolé par nécessité et validé dans l'urgence, prêt ou non à affronter les réalités du front. Lorsque la production en série du chasseur de chars commença réellement, la différence entre la théorie et la pratique apparut immédiatement. Dans les bureaux d'ingénierie, on se félicitait d'avoir conçu une machine fonctionnelle, mais dans les ateliers, les ouvriers se retrouvaient devant un assemblage de pièces qui donnait souvent l'impression d'avoir été réunies par compromis plutôt que par logique. Même le choix du châssis posait problème. Celui qui était souhaité manquait cruellement, et l'on dut en adopter un autre, créant ainsi deux variantes presque identiques en apparence, mais fondamentalement différentes dans leur comportement. C'était comme si l'on proposait un même meuble tantôt monté sur roulettes, tantôt sur des pieds en bois, en prétendant qu'il s'agissait du même objet. Les premières séries révélèrent aussi une aberration technique devenue célèbre. La tourelle était si mal équilibrée qu'elle ne pivotait correctement que sur une surface parfaitement plane. La moindre inclinaison suffisait à rendre sa rotation laborieuse, comme si l'on tentait de déplacer une porte métallique grippée. Pour pallier ce problème, les mécaniciens eurent recours à une solution d'une créativité presque comique. Ils fixèrent des élargisseurs de chenilles à l'arrière de la tourelle, transformant ces accessoires en contrepoids improvisés. Le véhicule adopta alors une silhouette étrange, comme affublé d'épaules métalliques ajoutées à la hâte. Pour renforcer encore ce contrebalancement, on alla jusqu'à installer une mitrailleuse lourde à l'arrière du tourello, censée aider à stabiliser l'ensemble. Dans la pratique, cela produisait surtout une allure excentrique, comme si la machine avait été modifiée par un bricoleur enthousiaste. Ce n'est qu'avec l'apparition d'un large contrepoids soudé que le problème s'atténua réellement, bien que certains observateurs craignissent désormais que l'arrière devienne trop lourd, au point d'imaginer la tourelle basculer comme un panier trop chargé. La production se poursuivit néanmoins, et chaque lot introduisait de petites évolutions. Points d'attache supplémentaires, sièges redessinés, manivelles déplacées pour ne pas gêner les opérateurs, dispositifs permettant de tirer depuis un emplacement couvert. À mesure que les lignes d'assemblage avançaient, on voyait apparaître une étonnante diversité de machines, toutes issues de la même base, mais semblant représenter des branches distinctes d'un arbre généalogique technique. Certaines de ces machines furent rapidement détournées de leur forme initiale. L'armée comprit que leur structure pouvait accueillir un canon plus puissant, destiné à un modèle plus performant.
Des centaines d'exemplaires fraîchement assemblés furent ainsi réaffectés et transformés, comme si l'on réalisait soudain que la première version n'avait été qu'une étape intermédiaire. À la fin, on se retrouva avec une multitude de variantes, de modifications et de corrections, au point que le chasseur de chars ne possédait plus vraiment de définition stable. Conçu comme un véhicule spécialisé, il ressemblait désormais davantage à une collection de solutions temporaires. Pourtant, malgré ses défauts et cette hétérogénéité, les machines sortirent des usines avec la ferme intention de jouer le rôle qu'on leur avait attribué, même si beaucoup se demandaient déjà si cette étrange création pourrait vraiment répondre aux exigences du combat réel. Lorsque les premiers exemplaires atteignirent enfin le front, on découvrit très vite à quel point la doctrine qui les avait inspirés différait de la réalité du terrain. On imaginait un chasseur de chars vif, capable de surgir là où les blindés ennemis perçaient des lignes. Pourtant, dès les premiers engagements dans les vastes étendues d'Afrique du Nord, la machine révéla un paradoxe saisissant. Son canon se montrait redoutable à longue distance, mais son châssis se comportait comme un véhicule lourd et réticent, peu enclin aux accélérations soudaines. Ce contraste donnait parfois l'impression qu'on utilisait un poste d'artillerie monté sur roues, plutôt qu'un véritable intercepteur blindé. Malgré cela, les débuts furent prometteurs. Les blindés adverses de cette région n'arboraient pas encore les épaisseurs extrêmes de blindage qui deviendraient plus tard la norme. Avec une position soigneusement choisie, la puissance de feu pouvait impressionner. Les équipages apprenèrent à composer avec la rotation capricieuse de la tourelle qui ne fonctionnait correctement que si le sol était presque parfaitement horizontal. On vit alors des scènes étonnantes. Avant même l'affrontement, certains véhicules cherchaient le terrain le plus plat possible pour éviter qu'un simple ajustement de tir ne se transforme en exercice athlétique. Mais lorsque les combats se déplacèrent vers l'Europe occidentale, le tableau changea brusquement. Les blindés adverses se renforçaient et les environnements urbains ajoutaient une menace inattendue, la tourelle ouverte. Dans les rues étroites ou près des bâtiments, tout projectile ou éclat descendant du haut pouvait transformer l'intérieur du véhicule en piège, rendant manifeste l'inconvénient d'un toit absent censé réduire le poids. À cela s'ajoutait une autre particularité devenue légendaire, la lenteur de la rotation manuelle de la tourelle. Pour effectuer un tour complet, il fallait presque 2 minutes, une éternité quand l'ennemi manœuvrait activement. Certains équipages comprirent vite qu'il était plus rapide de faire pivoter tout le véhicule que la tourelle elle-même, ce qui donnait des scènes où le conducteur tournait sur place, tandis que le tireur attendait que la masse de métal s'aligne enfin sur la cible. Cet engin, censé être la réponse mobile aux percées adverses, se retrouvait donc parfois dans la position inverse. Il fallait le protéger, l'employer prudemment, ou même lui attribuer des tâches qui n'avaient rien à voir avec son rôle initial. Dans certaines zones, on le réutilisa comme substitut de char classique, malgré sa vulnérabilité manifeste dans les environnements confinés. Sa présence dans les forêts ou les villes semblait presque absurde, tant sa conception inclinait vers un usage en terrain dégagé. Pourtant, malgré cette série de contradictions, les équipages développaient souvent une étonnante familiarité avec leurs machines. Fiables mécaniquement, simples à entretenir et puissantes lorsqu'elles étaient bien positionnées, elles suscitaient un mélange de frustration et d'attachement. Chaque bataille qu'elle survivait semblait moins prouver son excellence technique que souligner l'ingéniosité et l'adaptation de ceux qui la servaient. Et à mesure que la guerre s'élargissait, d'autres armées allaient découvrir à leur tour une machine dont les qualités, les limites et l'étrangeté allaient prendre des formes très différentes selon les circonstances. Alors que les forces américaines tentaient encore de trouver un usage cohérent à ce véhicule singulier, le chasseur de chars commença une seconde carrière inattendue sous d'autres drapeaux. Dans les immensités de l'Est, les quelques exemplaires acheminés vers l'Union soviétique furent accueillis comme des curiosités techniques. 2 véhicules d'abord envoyés à des centres d'essai intriguèrent les spécialistes. On louait l'espace intérieur étonnamment confortable, les sièges bien conçus, la radio imposante, des éléments presque luxueux comparés aux compartiments exigus auxquels on était habitué. Mais cette première impression laissait vite place à la perplexité devant les chenilles étroites du véhicule, qui s'enfonçait dans la boue profonde comme un traîneau mal adapté. Il n'était pas rare de voir la machine luttant contre un terrain qui semblait l'engloutir, un spectacle qui évoquait davantage un animal maladroit qu'un outil de guerre moderne. Malgré ces difficultés, plusieurs dizaines de ces engins furent intégrés à des régiments autonomes où les équipages apprirent avec patience à dompter leurs étrangetés. L'ouverture béante de la tourelle représentait un danger omniprésent. Dans les bois comme dans les rues détruites,
N'importe quel éclat tombant du dessus pouvait transformer l'intérieur du véhicule en piège. Pourtant, certains soldats développèrent une maîtrise remarquable. Des conducteurs parvenaient à manœuvrer dans les terrains les plus traîtres, tandis que des radio-opérateurs maintenirent la coordination sous un feu intense. L'histoire d'un équipier blessé, parvenu à extraire son commandant d'un intérieur en flammes, illustre à quel point la valeur humaine compensait souvent les limites mécaniques. Sous le drapeau français, le véhicule trouva une place tout aussi singulière. Une machine servie par une équipe issue de la marine acquit une notoriété durable lorsqu'elle parvint à neutraliser un char ennemi en plein cœur de Paris. L'image de ce chasseur de chars, improbable défenseur d'une capitale libérée, frappa les esprits et devint un symbole d'audace improvisée. Ce n'était plus seulement un engin américain exotique, mais un morceau de l'histoire urbaine européenne. Les Britanniques, eux, optèrent pour une transformation beaucoup plus radicale. Ils remplacèrent l'arme d'origine par leur puissant canon de 17 livres, réputé pour percer même les blindages les plus solides. En procédant ainsi, ils créèrent une version hybride, à la fois plus efficace et encore plus étrange visuellement. C'était comme si deux écoles d'ingénierie ne partageant ni les mêmes priorités ni la même esthétique avaient fusionné. Le résultat, bien que redoutable, conservait une allure improvisée qui rappelait constamment les origines chaotiques du modèle. Partout où il passa, ce chasseur de chars semblait changer de personnalité. En Union soviétique, il devint une machine capricieuse qu'il fallait apprivoiser. En France, un acteur involontaire d'épisodes spectaculaires. Au Royaume-Uni, un support modifié jusqu'à devenir presque méconnaissable. Ce même véhicule, conçu dans la précipitation, prenait des visages différents selon les armées, les terrains et les besoins du moment. Cette variété de perception et d'usage annonçait déjà la suite, une multiplication de déclinaisons techniques, dont certaines allaient dépasser en singularité le modèle original. À partir du modèle initial naquit une étonnante lignée de variantes, comme si chaque nouvelle version tentait de corriger un problème que la précédente avait elle-même créé. Les différences entre ces dérivés provenaient rarement d'une vision claire, mais plutôt d'une succession de décisions pragmatiques destinées à adapter une base imparfaite à des besoins toujours changeants. On se retrouvait ainsi avec une famille de véhicules partageant une silhouette commune, mais affichant des comportements si variés qu'on aurait cru observer des machines issues de concepteurs entièrement différents. L'une des particularités les plus visibles concernait les motorisations. Certaines versions recevaient un moteur diesel robuste, à la sonorité basse et régulière, tandis que d'autres étaient équipées d'un grand moteur à essence, bruyant, impatient, presque nerveux. De près, on aurait dit deux créatures parentes, mais dotées de tempéraments opposés. Un engin accélérait avec lourdeur, l'autre bondissait avec un grondement qui surprenait son propre équipage. Cette divergence technique donnait à la gamme une incohérence presque comique. La diversité s'étendait ensuite à l'armement. Le canon d'origine, impressionnant par sa taille, ne garantissait pas toujours les performances espérées. Certains projectiles lourds semblaient manquer d'efficacité là où des obus plus légers obtenaient des résultats inattendus. Les équipages en venaient parfois à expérimenter presque empiriquement, cherchant la combinaison la plus stable entre distance, angle et type de munition. On apprenait vite qu'un canon gigantesque n'était pas forcément synonyme de supériorité, surtout lorsque les conditions réelles introduisaient leurs propres caprices. L'intervention britannique représenta un tournant spectaculaire. En installant leur canon de 17 livres à la place de l'arme américaine, ils transformèrent complètement le rôle et la silhouette du véhicule. La tourelle semblait désormais porter un équipement disproportionné, comme un manteau emprunté à quelqu'un de plus grand. Pourtant, cette modification rendait l'engin nettement plus efficace contre les blindages modernes. L'ensemble conservait son allure étrange, un mélange entre un châssis américain conçu dans l'urgence et un armement britannique méthodiquement perfectionné. Une coopération involontaire, en quelque sorte, née d'un besoin plus que d'un plan cohérent. Certaines variantes abandonnèrent même toute ambition de combat anti-char pour devenir de simples tracteurs d'artillerie. Voilà que ce même véhicule, imaginé pour contrer les percées blindées, se retrouvait à tirer des canons lourds comme un cheval mécanique docile. La transformation semblait presque ironique. Toute une philosophie militaire réduite à une fonction utilitaire simplifiée, mais finalement plus en accord avec la robustesse du châssis que la version armée. À l'intérieur du véhicule, la diversité se retrouvait dans les moindres détails. Les positions de travail exigeaient des mouvements parfois acrobatiques. Manipuler les obus dans un espace anguleux
revenait presque à exécuter des exercices de contorsion. Le sol tournant dans la tourelle ajoutait une sensation de glissement permanent, et la répartition du poids donnait au véhicule une oscillation étrange sur terrain irrégulier, comme s'il hésitait à chaque pas quant à la direction à prendre. Tous ces dérivés formaient une mosaïque technique, où chaque solution semblait répondre à une anomalie précédente, sans pour autant rendre l'ensemble cohérent. Paradoxalement, cette succession d'ajustements contribuait à donner au véhicule une identité singulière. Il devenait un témoin vivant de l'évolution précipitée, une démonstration des chemins tortueux empruntés lorsqu'une armée cherche à combler un besoin urgent. Et cette transformation continue allait nourrir des récits encore plus inattendus, nés directement de l'usage quotidien d'une machine dont l'étrangeté ne faisait que s'accentuer au fil du temps. Au fil des opérations, une multitude d'histoires se tissa autour de ce chasseur de chars, révélant ses contradictions techniques avec une précision presque ironique. Certaines anecdotes paraissent tellement improbables qu'on pourrait les croire exagérées si elles n'étaient pas solidement attestées. L'une des plus frappantes raconte comment un soldat américain, après que son véhicule eut été réduit à une carcasse brûlée, utilisa la mitrailleuse encore fixée sur ce qui restait de la tourelle pour tenir à distance un grand nombre d'adversaires. La scène, à la fois dramatique et absurde, devint une image emblématique. Un engin déjà hors d'usage continuait malgré tout à jouer un rôle décisif par la seule obstination de son opérateur. Au même moment, ailleurs en Europe, se déroulait un épisode qui sembla digne d'un théâtre d'ombre. Des unités ennemies, dans une opération ambitieuse, transformèrent des chars lourds en imitation convaincante du chasseur de chars américain, en modifiant leur silhouette et en leur ajoutant des détails visuels. Ces faux jumeaux roulèrent un temps sans être repérés parmi les troupes alliées. Le stratagème ne fut démasqué qu'au cours d'un engagement, révélant à quel point le profil atypique du véhicule était devenu reconnaissable au premier coup d'œil, au point d'en faire un déguisement utilisable. L'engin laissa aussi une empreinte marquante dans les récits soviétiques. L'histoire d'un radioassistant devenu plus tard acteur célèbre en est un exemple poignant. Blessé lors d'une attaque, il parvint néanmoins à extraire son commandant d'un compartiment en flammes. Ce geste attira l'attention sur le dévouement humain qui entourait ce véhicule, plus que sur ses qualités mécaniques. Dans ce théâtre de guerre, le chasseur de chars semblait constamment obliger ses équipages à compenser ses faiblesses par une ingéniosité et un courage remarquables. En France, une autre scène marquante se déroula au cœur d'une grande ville libérée. Une équipe de marins, aux commandes de ce même véhicule à la silhouette étrange, réussit à neutraliser un char ennemi sur une place historique. L'image de l'engin, isolé et exposé au milieu d'un décor urbain prestigieux, marqua durablement les esprits. Le chasseur de chars devint alors, presque malgré lui, un symbole de résistance improvisée. Pendant ce temps, l'évolution britannique du concept atteignit une forme d'aboutissement inattendu, avec un modèle extrêmement bas, rapide et doté d'un toit protecteur léger. Trop tardif pour participer aux grands engagements, il servit discrètement dans les forces d'occupation, comme s'il cherchait à faire oublier les contradictions bruyantes de son ancêtre américain. En observant l'ensemble de cette histoire, on voit apparaître un véhicule qui n'a jamais vraiment rempli le rôle pour lequel il avait été conçu. Tantôt remplaçant de chars, tantôt appui improvisé, tantôt tracteur, tantôt objet de tromperie, il adopta successivement des identités que les ingénieurs n'auraient jamais imaginées. C'est précisément cette suite d'usages détournés, de situations étonnantes et de récits inattendus qui finit par donner au chasseur de chars une aura presque légendaire. Non pas en raison de sa perfection technique, mais parce qu'il incarne mieux que beaucoup d'autres machines la créativité, l'adaptation et parfois l'absurdité qui accompagnent les développements militaires précipités.